Salut à tous, ici le Compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. Mais avant de s'y mettre, je tiens à vous rappeler que si vous avez des histoires à m'envoyer, vous pouvez, il y a mon mail dans la description. L'histoire suivante est postée par Nagol93. D'abord, un peu de contexte. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée 3-4 ans après que j'ai déménagé de chez mes parents et que j'ai vécu de façon indépendante. Puis un jour, j'ai cette conversation SMS avec ma mère. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu feras dans 2 semaines? Je vais bien, j'ai commencé à soulever des poids et à faire de l'exercice. Je ne pense pas faire quelque chose de très excitant la semaine prochaine. Pourquoi? Parfait. Moi et mon petit ami partons en voyage et nous avons besoin que tu gardes la maison et les chiens pour nous. Désolé, mais je peux pas partir pour une semaine. S'il te plaît, tu manques aux chiens et je n'aimerais vraiment pas les mettre au chenil. Désolé, mais j'ai un travail, je peux pas disparaître pendant une semaine. Et pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas te rendre à ton travail avec ta voiture depuis chez moi? Parce que c'est un trajet de 2h30, juste pour l'aller? Tu as des jours de vacances, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à les utiliser. Non. S'il te plaît, je me sentirais vraiment mal de mettre Toutou au chenil. Tu sais à quel point elle déteste ça. Tu ne te sens manifestement pas si mal de le faire. Ensuite, je n'ai plus de nouvelles d'elle jusqu'à la veille de leur voyage. Nous partons en voyage aujourd'hui et je me demandais quand tu serais là. Je veux te montrer certaines choses avant que nous partions. Quelle partie de notre dernière conversation t'a donné l'impression que j'étais d'accord? C'est très impoli de ta part, et ce n'est pas une façon de parler à ta mère. Est-ce qu'on peut t'attendre ici à 5 heures? À ce moment-là, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai arrêté de lui parler. Et est-ce que vous pensez qu'elle a été capable d'abandonner son chien à la maison pour essayer de forcer la main à son fils? Parce que je sais pas, mais ça me paraît être une possibilité. Ça, c'était pour la mise en bouche. Maintenant, on passe à l'histoire qui est postée par Miss Camari. Mon oncle s'est remarié récemment, ce qui m'a rappelé un incident qui s'est produit lorsque son fils était très jeune. J'avais une relation correcte avec mon oncle. Il était le plus jeune des frères et sœurs de mon père, et il est né près de 15 ans après lui. Il a toujours été un peu sauvage, mais quand il a eu un fils, il s'est vraiment calmé. Pour les besoins de cette histoire, mon oncle sera roi du monde, mon cousin sera sale gosse, et je serai, bien sûr, moi. Pendant l'été, nous nous rendons tous à la ferme de ma tante. Cette année-là, c'était la sortie de Spider-Man 3. Cette année-là, Spider-Man 3, celui de Tobey Maguire, venait de sortir. J'étais encore assez jeune, environ 13 ans à l'époque. Salgos avait environ 8 ans. Il était donc un peu plus jeune que moi. Je venais d'atteindre cette période de puberté où les filles poussent à vitesse grand V. Nous parlions de Spider-Man et du fait que c'était son film préféré. Je l'aimais aussi, alors j'ai essayé de lui en parler. Il s'est énervé et a dit que les filles ne pouvaient pas aimer Spider-Man. Salgos me dit que je ne l'ai probablement jamais vu. Je roule des yeux et je lui décris l'intrigue, ce qui le met en colère. Mais pour l'instant, il se calme. Plus tard, Salgos me demande de sortir et de le pousser sur la balançoire, ce que je fais. Encore une fois, je suis beaucoup plus grande que lui et je peux donc le pousser assez haut. Apparemment, il avait l'intention de me montrer qu'il était un garçon et qu'il était beaucoup plus fort que moi, alors quand il m'a proposé de me pousser sur la balançoire, j'ai accepté. Il n'était pas assez fort pour me pousser très haut. Cela l'a mis en colère. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais beaucoup plus grande que lui, que je pesais beaucoup plus lourd, mais sale gosse n'a rien voulu savoir. Il s'est enfui dans le garage de ma tante et est revenu avec une batte de baseball en bois. Je suis tellement choqué que le premier coup m'atteint directement à l'estomac. Il n'a pas été aussi chanceux avec le deuxième. Je suis plus grande que lui et je suis furieuse parce que je viens de cracher la moitié de la boisson gazeuse à l'orange que j'avais bu auparavant. J'attrape la batte et lui arrache des mains. Je lui dis « Ne me frappe plus jamais !» Et apparemment, je suis tellement effrayante à ce moment-là qu'il court à l'intérieur et va chercher son père. Le roi du monde sort en trombe et il se passe ce qui suit. « Qu'as-tu fait à mon fils ?» Il m'a frappé. « Pourquoi pleure-t-il ?» Parce que je ne l'ai pas laissé. « Et pourquoi pas? Il ne faisait que jouer !» Il m'a frappé avec une batte. Peu de temps après, le reste de ma famille est venu. Mon père et mon oncle, roi du monde, ont discuté, et nous avons passé le reste de la nuit normalement, sauf qu'on m'a dit que je devais rester avec ma mère. Pendant le trajet d'une demi-heure qui nous ramenait à la maison, mon père était furieux, et m'a dit que mon oncle avait essayé de me faire renvoyer chez moi, ce qui signifiait que toute la famille devait partir, mais qu'il voulait que je sois banni des réunions de famille à partir de ce moment-là. Le fait que mon cousin ait avoué à tout le monde ce qui s'était exactement passé, car il ne voyait rien de mal à ses actes, m'a évité bien des ennuis. Naturellement, je n'ai pas eu d'ennui, mais mon oncle s'est toujours méfié de moi lorsque j'étais dans les parages à partir de ce jour-là.
Je pense qu'il faut remettre sérieusement en question tes méthodes d'enseignement si ça paraît tout à fait normal à ton gosse de 8 ans de prendre une batte de baseball en bois pour aller taper sur une gamine de 13. Je sais pas c'est quoi l'éducation qu'il est en train de recevoir, mais c'est en train de partir en cacahuète et ça promet à l'avenir. L'histoire suivante est postée par Silky December. Mon fiancé, Nathan, est décédé de manière très inattendue en 2016, à l'âge de 35 ans. J'avais 26 ans à l'époque. Nous vivions ensemble dans une maison sur quelques hectares. J'y vivais depuis quelques années et il y avait vécu la majeure partie de sa vie. Le grand-père de Nathan a construit la maison, et à la mort de ses grands-parents, la maison a été léguée à leurs 6 enfants, dont la mère de Nathan. À la mort de la mère de Nathan, sa part a été léguée à Nathan et à ses 2 frères et sœurs. Nathan était donc partiellement propriétaire de la maison. Sa tante, Rachel, y vivait également. Elle était mentalement instable à bien des égards, et je ne m'étendrai pas sur le sujet, si ce n'est qu'elle accumulait beaucoup d'objets. Par conséquent, la maison était délabrée. Honnêtement, elle n'était pas habitable et aurait facilement pu être condamnée, mais c'était une période difficile. Nathan et moi étions en train de prendre un appartement lorsqu'il est mort. Étant donné que Nathan et Rachel étaient les seuls propriétaires partiels à vivre dans cette maison, ils ont payé toutes les taxes foncières et les réparations, etc. Quelques mois avant la mort de Nathan, Rachel a eu des problèmes de santé qui l'ont obligée à être hospitalisée et à déménager dans un appartement. C'est à ce moment-là que la famille reine du monde, les tantes, les oncles et les cousins de Nathan, a débarqué et a commencé à exiger que nous déménagions pour pouvoir vendre la propriété. Bon, d'accord. Nous avions l'intention de déménager de toute façon, mais il n'était vraiment pas réaliste en ce qui concerne le calendrier. À un moment donné, ils ont insisté sur le fait que, puisque nous avions de faibles revenus, il nous suffisait de contacter le gouvernement. Ils ne savaient pas exactement quel département, et qu'ils nous donneraient une petite maison et un terrain. C'est dire à quel point ces gens étaient déconnectés de la réalité. Ils débarquaient dans la maison quand ils le voulaient, ce qui, légalement, était leur droit. Mais c'est aussi assez impoli de débarquer régulièrement chez quelqu'un sans même lui parler pendant que vous êtes là, et sans prévenir à l'avance. Quoi qu'il en soit, lorsque Nathan est mort, ils ont été fous de joie. 2 jours après sa mort, j'étais à la maison, en train de rassembler mes affaires lorsque j'ai reçu un SMS de sa sœur, qui est un ange, nous l'appellerons Sandra, disant qu'ils avaient envoyé un message à la femme de son oncle, qui vit hors de l'État, lui demandant d'envoyer un message à Sandra à mon sujet, parce qu'il est impensable que quiconque soit direct. Apparemment, il voulait que je sois banni de la propriété immédiatement. Nous avions vécu dans le péché, et maintenant que Nathan était parti, je n'avais plus aucune raison ni aucun droit d'être là. J'étais dévasté. À ce moment-là, je voulais prendre tout ce qu'il avait touché, le ramasser et le garder près de moi pour toujours. Je ne pouvais pas supporter l'idée de ne pas pouvoir avoir quoi que ce soit qui lui appartienne. Après coup, j'ai réalisé que toutes mes affaires étaient encore là. Heureusement, Sandra a pris ma défense et m'a dit que je pouvais rester là aussi longtemps que je le voulais. Mais comme elle vit à l'autre bout du pays, elle n'a pas pu faire grand-chose pour faire respecter cette règle. La manifestation la plus flagrante et dégoûtante d'un roi du monde et de sa bêtise générale s'est produite quelques jours plus tard. J'étais à la maison, essayant frénétiquement de charger la voiture avec les choses qui constituaient la vie que Nathan et moi partagions ensemble, ce qui était épuisant physiquement et émotionnellement. Je pleurais lorsque le cousin de Nathan est apparu dans notre chambre. Il sourit comme si j'étais une vieille amie qu'il vient juste de croiser à Costco. « Hey, c'est pas dingue, Nathan est mort si soudainement, il allait bien il y a quelques jours !» Oui, c'était très inattendu. Je sais, mais bon, au moins on peut vendre ce taudis maintenant. C'est alors que j'entends des gens parler et rire dans la pièce voisine. Apparemment, Cousin Roi du Monde avait amené sa fille adolescente et plusieurs amis de sa fille pour qu'ils admirent la maison. On se moquait ouvertement de notre maison, où nous vivions et que nous aimions, sans se soucier le moins du monde de ce que je ressentais. Alors, quand penses-tu partir ? Je suis pas sûr, j'aimerais récupérer un maximum d'affaires de Nathan, et Sarah m'a demandé de récupérer des affaires de leur mère. Eh bien, je crois qu'il faudra que j'en parle à Sarah, c'est à cause de leur mère que cet endroit est si délabré, tu sais. Je ne vois pas pourquoi Sarah voudrait de ces ordures. Notez que c'était un mensonge flagrant, car la maison était en parfait état, jusqu'à ce que la mère de Nathan meure et que l'accumulation de Rachel s'aggrave au point que Nathan ne pouvait plus s'en occuper. De plus, il y avait beaucoup de souvenirs et d'objets de famille qui n'étaient pas du tout des déchets. Je suis en quelque sorte abasourdi par tout cet échange et bien trop épuisé émotionnellement pour y faire face, alors je retourne à ce que je faisais. Plus tard dans la nuit, la sœur de Cousin Roi du Monde m'a envoyé un message pour me demander ce que j'avais fait de la boîte de chevaux en plastique de Rachel. Rachel voulait les récupérer immédiatement. Bien sûr, je ne l'avais pas prise. Pourquoi voudrais-je une boîte de chevaux en plastique ? Indice, je n'en voudrais pas. J'ai décidé de ne pas répondre.
Après cela, ils ont été plus agressifs, en disant que je n'étais pas la bienvenue parce que j'étais une voleuse de chevaux en plastique. Nathan était artiste de métier, et ils ont commencé à jeter tous ses dessins et à prendre certaines des figurines les plus précieuses qu'il avait. Le jour où j'y suis allé, ma mère m'a accompagné. Après avoir récupéré tout ce que je pouvais, j'ai voulu faire le tour de la maison une dernière fois et dire au revoir à l'endroit où nous avions passé tant de temps ensemble. Un endroit où je ne reviendrai jamais. Bien sûr, la famille est arrivée, et ma mère a essayé d'expliquer calmement que j'allais bientôt sortir et que je ne reviendrai pas. Elle a essayé de faire appel à leur sens de l'humanité, en expliquant à quel point j'étais traumatisé par la mort de mon fiancé, et que j'avais besoin de cela pour tourner la page. Mais la tante s'est interposée et l'a sermonné, en disant que Nathan était en enfer et que j'y irais aussi. Ma mère, qui a réussi, je ne sais comment, à se retenir de lui casser les dents, lui a alors rappelé que Sarah m'avait dit que je pouvais être là. La tante a réagi en appelant la police pour me faire sortir de force. Nous sommes partis avant l'arrivée de la police, et c'est maintenant mon dernier souvenir de l'endroit où l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu m'a appris à aimer. Je suis désolé que ce soit un peu anticlimatique, mais c'était vraiment cathartique pour moi d'écrire cela. Si vous avez lu jusqu'ici, je vous remercie sincèrement. Ces gens n'ont pas de cœur en plus d'avoir une mentalité pourrie. Un membre de ma famille vient de mourir, je vais juste mettre sa compagne dehors. L'histoire suivante est postée par Ultraviolet 111. Je fais partie d'un groupe communautaire qui organise des cours de danse pour adultes. Notre principe est de fournir un espace pour que les adultes apprennent des danses sur une base décontractée et s'amusent. Les chansons sur lesquelles nous dansons ont souvent des paroles explicites et certaines chorégraphies peuvent être suggestives. Récemment, quelqu'un a amené sa jeune fille pour assister à un cours de Heels Dance, une danse en talons. La chanson était explicite et les mouvements très sexy, et je me suis immédiatement senti mal à l'aise de danser devant cet enfant. De plus, l'enfant causait des distractions, en laissant tomber sa gourde en métal, en faisant les 100 pas et en allant serrer sa mère dans ses bras pendant le cours. À la fin, elle copiait même les mouvements sexy que nous faisions. Notre groupe est très officieux et décontracté, et nous n'avons jamais connu cette situation. Bien que nous annoncions des cours pour adultes, 18+, donc. Nous lui avons donc envoyé un message privé pour lui dire que nous aimerions qu'elle continue à venir au cours, mais qu'à l'avenir, nous n'autoriserions plus les enfants. Elle était furieuse. Elle nous a traités d'inconsidérés et nous a accusés de discriminer les mères célibataires. Elle dit qu'elle ne peut pas confier sa fille à cause de l'état de santé de celle-ci. Elle ne craint pas que sa fille entende des paroles explicites, cela ne devrait donc pas être un problème. D'accord, tant mieux pour toi, mais c'est pas le seul problème. Si nous permettons à une personne d'amener son enfant, alors tout le monde peut amener son enfant. Et le problème, c'est qu'on va devenir une garde d'enfants. De plus, il s'agit clairement d'un environnement pour adultes, et les enfants ne s'intègrent pas dans un environnement pour adultes. De la même manière que vous n'amèneriez pas un enfant dans un bar, c'est gênant pour tout le monde. Elle se croit vraiment tout permis. L'histoire suivante est postée par Vicky Val. On commence par le casting, qui contient moi, bien évidemment, mon père, le roi du monde, ma grand-mère bien-aimée, ma maman trouillarde, mon grand-père en colère et mon abruti de frère. Bien que je sois adulte et que j'ai ma propre famille, je porte encore les cicatrices de mon enfance avec mon père narcissique, roi du monde et abusif. J'ai des tonnes d'histoires à raconter, mais une publicité télévisée ce matin m'a rappelé cette histoire en particulier. Mon père était dans l'armée, ce qui signifie que nous déménagions souvent et que nous n'avions que des contacts sporadiques avec ma famille élargie. J'avais environ 10 ans lorsque nous sommes rentrés aux États-Unis après une escapade en Allemagne et que nous sommes allés voir mes grands-parents maternels. Ma mère était docile et n'a jamais voulu s'opposer à mon père, le laissant traiter tout le monde comme bon lui semblait. Lors de ce voyage, mon père a accepté de nous accompagner chez mes grands-parents. Normalement, il ne venait pas. Il n'aimait pas mes grands-parents et c'était réciproque. Cette visite était une occasion spéciale, car elle coïncidait avec mon anniversaire. Nous sommes restés 3 semaines, ce que mon père avait planifié avec beaucoup de soin. Nous n'avions pas de voiture, et mon grand-père en avait toujours une en trop qu'il achetait et réparait pour la revendre. Mon père savait qu'il pourrait convaincre mon grand-père de lui donner les clés pendant la visite, puis il avait prévu de nous embarquer dedans et de partir avec à la fin du séjour. Le lendemain de notre arrivée, grand-mère a organisé un grand, et je dis bien grand, dîner pour notre fête de retour. J'ai toujours été une petite fille privilégiée, sans doute parce qu'elle savait que mon père me maltraitait et qu'elle avait pitié de moi. Quoi qu'il en soit, elle a tenu à me dire qu'elle préparait une tarte aux noix de pécan rien que pour moi. J'étais ravi, ma grand-mère était une cuisinière hors pair et ses tartes aux noix de pécan étaient légendaires. Mon père l'a entendu et cela a déclenché la chaîne d'événements suivants. Mon père nous jette, mon frère et moi, dans la voiture de mon grand-père et nous voilà partis.
Nous arrivons à une épicerie délabrée et entrons à l'intérieur. Il se dirige vers la boulangerie et demande aux commis ce qu'ils ont en liquidation. Elle dit à mon père qu'elle est en train de retirer la seule tarte qui reste de l'inventaire parce qu'elle a dépassé la date de péremption. Il demande s'il peut l'avoir puisqu'elle allait être jetée de toute façon. Et elle hausse les épaules et la lui tend. Elle dit qu'il n'y a rien à payer. Il me l'attend. C'était une tarte à la crème caramel. J'avais jamais goûté de crème caramel, mais peu importe. Alors que nous rentrons chez nous, il me dit de ne pas toucher à la tarte aux noix de pécan et de dire à grand-mère que je veux cette tarte à la place. Je me mets à pleurer, réalisant que grand-mère allait être effondrée que je ne veuille pas de la tarte qu'elle a préparée spécialement pour moi. Mon père me dit d'arrêter de pleurer ou il me donnera une raison de pleurer. À l'heure du dîner, la table est couverte de mets merveilleux. Après le dîner, grand-mère sort la tarte aux noix de pécan, rayonnante et qui a l'air délicieuse. Mon père demande d'un ton mielleux si elle aurait la gentillesse de sortir la tarte qu'il a achetée. Grand-mère lui lance un regard noir et attrape la tarte industrielle. Elle se serait rasé la tête avant de servir une tarte industrielle sur sa table, et la laisse tomber sur la table. En coupant la tarte aux noix de pécan, elle sourit et me tend la première et la plus grande part. Mon père la lui arrache des mains en lui disant que je l'avais supplié d'acheter l'autre tarte, et que c'était ce que je voulais. Je ne pouvais pas regarder ma grand-mère, alors je me suis concentré sur ce qui se trouvait devant moi. La tarte était infâme. Je n'avais jamais mangé de crème caramel avant, mais c'était dégoûtant. Mon frère et moi savions qu'il y aurait des conséquences si nous ne mangions pas ce qu'il y avait devant nous. Alors nous l'avons tous les deux englouti. Avance rapide d'environ 4 heures. Le dîner est terminé et nous sommes tous au lit. Je me sentais très mal. Je savais que grand-mère était déçue que je ne veuille pas de la tarte qu'elle m'avait préparée. Soudain, je me lève d'un bond et me précipite dans la salle de bain, vomissant violemment. Ma mère frappait à la porte pour que je sorte, car mon frère était malade et avait besoin de rentrer. Toute la maison était soudain réveillée, 2 enfants malades essayant d'utiliser la même salle de bain. Grand-mère, qui n'a jamais élevé la voix devant personne, s'est retournée contre mon père et lui a dit que c'était forcément la tarte parce que c'était la seule chose qu'uniquement mon frère et moi avions mangé. Mon père a dit que ce n'était rien de ce que nous avions mangé, que nous avions juste un microbe. Le lendemain, nous étions tellement malades que grand-père a demandé à mon père de nous emmener à l'hôpital. Ils nous ont admis tous les deux pour ce qu'ils soupçonnaient être un empoisonnement à la salmonelle. Mon père était irrité d'être obligé d'agir comme un parent inquiet, et il m'a pincé aussi fort qu'il le pouvait lorsque nous étions seuls dans la chambre. Il a également rapporté la tarte qui restait au magasin, et a exigé qu'on lui rende son argent, pour une tarte qu'il avait obtenue gratuitement. La commis n'était pas là, et le gérant l'a remboursé pour la tarte entière. Mon frère et moi sommes restés à l'hôpital pendant 6 jours. Il a ensuite fallu près de 6 semaines pour que nous retrouvions l'appétit. Mon anniversaire est tombé pendant cette période. Grand-père m'a organisé une fête et a fait des grillades en mettant des oignons sur tout, sachant que mon père détestait les oignons. Ma grand-mère m'a préparé un magnifique gâteau aux fraises, sachant que mon père était allergique aux fraises. Elle lui a dit que c'était un gâteau à la vanille et qu'elle avait mis du colorant alimentaire rose parce que c'était ma couleur préférée. Mon père n'a pas pu résister à l'envie de manger la moitié du gâteau, avant de se rendre aux urgences pour recevoir des piqûres. Quand il est revenu, mon père a souri gentiment et a dit que c'était évident que c'était des fraises. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'avait pas prévenu ? Mes chers et tendres grands-parents ont toujours été de mon côté. Je n'ai pas vraiment pu manger mon dîner d'anniversaire ce soir-là, mais j'ai entendu dire qu'il était délicieux. T'as l'air d'avoir des parents plutôt pourris, mais heureusement t'as les grands-parents qui sont là pour rattraper. L'histoire suivante est aussi postée par Vikival. Bien que j'ai atteint l'âge adulte et que j'ai ma propre famille, les cicatrices de mon enfance avec un père autoritaire se manifestent encore de temps en temps. Cet événement particulier est celui qui, selon toute vraisemblance, m'a sauvé la vie. Je le partage maintenant pour rendre hommage au grand-père bien-aimé qui a tenu tête à mon père. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, mais c'était suffisamment monumental pour rester avec moi pour toujours. J'étais chez moi, au Texas, pour une visite, car mon père était en poste en Allemagne. Mon père ne nous a pas accompagnés lors de cette visite chez mes grands-parents. Après la dernière visite, il avait sagement appris à se tenir à l'écart. C'est l'histoire que je vous ai lue juste avant. À ce moment-là, j'avais 15 ans et je commençais à souffrir de problèmes émotionnels dus au mauvais traitement que mon père m'infligeait. J'étais renfermé, mes cheveux commençaient à tomber et j'avais constamment des crises de panique. Mes adorables grands-parents voyaient bien que je n'allais pas bien. J'avais été maltraité pratiquement toute ma vie et le secret et le déni étaient ancrés dans ma psyché. Lorsqu'il me demandait si mon père avait fait ceci ou cela, ma réaction instinctive était de nier, encore nier, toujours nier.
Au bout de 3 semaines, mon 16e anniversaire est arrivé. Ma mère avait accepté de prolonger notre séjour suffisamment longtemps pour que je sois aux États-Unis pour le fêter. Depuis mon plus jeune âge, mon grand-père avait l'habitude de se rendre tous les matins dans un café local pour prendre un café avec un groupe d'hommes de la communauté. Je n'y ai jamais prêté une attention particulière et les autres non plus. C'était l'heure de son café, point final. Un jour, peu de temps avant notre départ pour l'étranger, mon grand-père m'a demandé d'aller prendre un café avec lui. J'ai poliment refusé. Qui a envie d'aller regarder une bande de vieux hommes boire un café à 7h du matin ? Il m'a jeté un regard étrange et m'a dit que j'allais l'accompagner le lendemain. Il s'assurerait que je me lève à temps. Ah, d'accord, bien sûr, grand-père. Je suis arrivé au café et c'était exactement ce que j'avais imaginé. Environ 7 vieillards, certains en costume et d'autres en combinaison. Grand-père m'a attrapé par le coude et m'a guidé vers une table avec un homme bien habillé, à l'allure imposante. Dès que nous nous sommes assis, il m'a regardé avec les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus de la part d'un étranger. Nous avons passé une vingtaine de minutes à discuter, principalement de ma vie en Allemagne. Je suis rentré chez moi et je n'ai plus pensé à rien. Mon anniversaire a eu lieu 4 jours plus tard, puis il a été temps de commencer à se préparer à rentrer. Mon grand-père m'a emmené le lendemain acheter une nouvelle paire de chaussures, mais j'ai été choqué lorsqu'il s'est arrêté devant le palais de justice. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé à brûle-pourpoint si je voulais vraiment y retourner. J'ai répondu que non, mais que je n'avais pas le choix. Il m'a répondu « Et si c'était ton choix ?» J'ai répété que je n'avais pas le choix. J'avais terriblement peur de la colère de mon père. Sur ce, il a ouvert la portière de la voiture et m'a guidé dans le palais de justice. Nous nous sommes retrouvés avec un policier et un juge est entré, le même homme à qui j'avais parlé au café. J'étais stupéfaite, mais lui et mon grand-père étaient amis depuis des années. Il m'a dit « Alors jeune fille, j'ai cru comprendre de votre grand-père que vous souhaitiez être émancipée ?» Bon, je n'avais pas la moindre idée de ce que ce mot signifiait, mais je savais que si mon grand-père disait que c'était le cas, je devais être d'accord. J'ai acquiescé et tous les deux ont commencé à débiter des kilomètres de mots. Ils me regardaient de temps en temps et je ne faisais qu'acquiescer. Je savais qu'il se passait quelque chose d'important, mais je ne comprenais pas quoi. Quand nous sommes partis, grand-père m'a dit de n'en dire mot à personne, surtout pas à ma mère ou à mon frère. Ce soir-là, il a demandé à ma mère ce qu'elle pensait du fait que je reste au Texas et que je commence l'école ici. Elle a bien sûr refusé l'idée. Ce soir-là, elle a appelé mon père, qui m'a téléphoné et m'a dit que je ferais mieux de ne pas faire quelque chose de stupide. Je serais dans cet avion où il me ferait interner dans un hôpital psychiatrique. Je suis allé raconter à mon grand-père ce qu'il m'avait dit, mais mon grand-père a souri et m'a dit d'aller dormir. Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube et mon grand-père m'a dit de monter dans la voiture. Je me souviens d'avoir été à la fois excité et effrayé, parce que je savais qu'il se passait quelque chose. En 20 minutes, j'étais devant le juge, hochant la tête et disant « oui monsieur » à tout ce qu'il disait. Nous sommes sortis et grand-père m'a dit d'être courageuse et de lui faire confiance pour me dire quoi faire. Il m'a emmené dans un petit appartement meublé et m'a dit d'y rester. Grand-père est rentré à la maison et a dit à ma mère que je ne m'approcherais plus jamais d'elle ni de papa et lui a remis des papiers. Elle a paniqué et a appelé papa, qui a appelé et, de sa manière la plus autoritaire, a dit au vieux qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Et que si je pensais qu'il allait me laisser m'éloigner de lui, il s'assurerait que je sois interné, jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans et je peux le faire. Grand-père lui a dit que si jamais il revenait dans sa ville, un groupe d'hommes armés de fusils de chasse l'attendrait. Ma mère et mon frère sont partis la semaine suivante. Je ne leur ai jamais dit au revoir parce que mon grand-père disait qu'il n'était pas nécessaire de les laisser rentrer dans ma tête. À l'âge de 16 ans, j'étais une mineure émancipée. À 17, je me suis engagé dans l'armée de l'air. Je ne pense pas que j'aurais survécu 2 années de plus avec cet homme. Mon grand-père me manque beaucoup, mais j'espère qu'il est mort fier de ce qu'il a fait pour moi et de ce que je suis devenu. Vu ce qu'il était prêt à faire pour toi, à mon avis, ton grand-père, y a pas moyen que tu le déçoives. L'histoire suivante est postée par Zelou Saildil Alps. Je suis une femme de 23 ans et j'étais censé recevoir 250 000 $ plus 10 ans d'intérêt en 2018. Pour le contexte, mon père était pompier depuis 18 ans pour les pompiers de Los Angeles. Cependant, je n'ai reçu que 94 000 $ en 2019 de la part de Transamérica. Ma mère, 59 ans, a pris 75 000 de ces 94 000 parce qu'elle voulait les garder en sécurité et m'a laissé le reste. J'ai acheté ma Honda d'occasion qui m'a coûté environ 18 000 $. J'ai aussi payé des choses diverses, nourriture, manucure, coiffeur, essence, entretien de la voiture et vêtements bon marché. Des choses qu'une jeune de 18 ans achèterait. Ma mère dit que j'ai utilisé tout mon argent. Je ne me souviens pas avoir utilisé chaque centime de cet argent en 6 mois, parce que je vivais encore avec ma mère à ce moment-là. Jusqu'à l'été 2019, lorsque j'ai déménagé à Mission Viejo pour l'école, et que j'avais payé 1 an de loyer parce que c'était la meilleure option pour moi à l'époque, afin que je puisse vivre confortablement et payer pour l'école.
Je recevais une pension de 750 $ par mois jusqu'à mes 21 ans, ce qui me permettait de survivre tout en étant à l'université et en ayant un emploi. Mon père est décédé en 2007. Mes 3 frères et sœurs ont reçu un montant de 250 000 $ la même année parce qu'ils étaient tous majeurs. La famille et les amis ont dit que ma mère avait volé mon argent. Une somme de 100 000 $ a été envoyée en 2008. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais que 7 ans à l'époque, et je pense que c'était quelques mois après la mort de mon père. Si ma mère était fiduciaire, elle avait la responsabilité de protéger et de ne pas utiliser cet argent, quel qu'il soit. Ou alors, elle a illégalement rompu son accord de ne pas utiliser l'argent, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle était sans ressources, ce qui n'était pas le cas. Elle a été payée après le décès de mon père, et j'en ai aussi la preuve. Elle était toujours avec une nouvelle voiture coûteuse, des voyages, des propriétés ici et là, aucune avec mon nom dessus. Je n'ai jamais vu ma mère travailler, à moins qu'il ne s'agisse de son entreprise de coiffure, qui lui rapporte à peine de l'argent à l'heure actuelle. Elle a aussi des propriétés à Los Angeles. Ma mère a prétendu que j'avais dépensé plus de 250 000 $, plus intérêts, alors que je n'ai jamais rien reçu. Ma mère est extrêmement avide. Elle vit sa meilleure vie en pensant que je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai pris rendez-vous avec un avocat. J'ai essayé de lui soutirer la vérité vers juillet 2023. Mais elle a mentionné tout ce que mon père lui a fait et a prétendu que l'argent lui avait été désigné. Et que c'était elle qui était une sainte et nous avait mis, moi et mes frères et sœurs, sur le compte fiduciaire. Mais mon père et elle étaient en train de divorcer et se sont séparés en 2006. C'est mon père qui travaillait 24 heures sur 24 et gagnait entre 5 et 10 000 $ par mois. Le divorce n'a été prononcé qu'après son décès. Ma mère m'a donné de fausses déclarations qu'elle avait écrites à la main auparavant. Elle a parlé de mon père de façon extrêmement négative. Elle n'a montré aucune émotion à l'idée que j'ai perdu mon père. Elle n'a pas dit de choses gentilles sur lui depuis qu'il est décédé, parce qu'elle est bloquée sur le fait qu'il l'a trompé il y a presque 18 ans et qu'il soit passé à autre chose après qu'ils se soient séparés. J'ai essayé de lui donner une chance après l'autre de me dire la vérité, mais elle ne se soucie pas vraiment de mes galères. Elle s'est montrée manipulatrice, narcissique et, de manière générale, avide. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais aussi sur mes impôts, ils remontaient jusqu'à 2014. J'étais mineur en 2014. Je n'avais jamais déclaré d'impôts jusqu'en 2023. Je suis consterné et je suis absolument dégoûté que ma propre mère me fasse ça. J'étais un enfant innocent qui avait perdu son père, son meilleur ami. Je suis encore en deuil. J'aurais pu utiliser cet argent pour l'université. Au lieu de ça, je suis complètement fauché. J'ai du mal à trouver un emploi dans cet horrible marché du travail. J'ai besoin de conseils pour savoir si cela vaut la peine de la poursuivre en justice. Oui, j'ai une voiture et d'autres choses, mais elles ont été achetées avec mon argent sans le savoir, pas le sien. Bah, Opi, je pense que ça s'appelle tout simplement du vol, non? C'est ton argent, elle l'utilise sans ton accord. D'ailleurs, c'était même censé être un truc qui était censé rester jusqu'à tes 18 ans. T'arrives à tes 18 ans et pouf, y'a plus rien. Du coup, oui, je pense qu'il y a moyen de lui coller un procès aux fesses à condition d'avoir les preuves, tout ça. L'histoire suivante est postée par Kitkins13. C'est arrivé hier. Et oui, c'est aussi stupide que ça en a l'air. Alors, pour vous mettre dans le contexte rapidement, je suis agent d'entretien dans une école privée. Il en coûte quelque chose comme 25 000 pounds par an pour envoyer son enfant ici. Alors vous pouvez imaginer la quantité de bêtises de riches et tout permis qui s'y passe. Il est 16h, cela fait 1 heure que je suis au travail et je me contente de faire ce que j'ai à faire. Et la reine du monde arrivant trompe dans la salle de classe que je suis en train de nettoyer. Vous devez déplacer votre voiture. Quoi? Pourquoi? Elle se met à parler très fort et très lentement pour une raison ou une autre. Tu n'es pas en mesure de déplacer ta voiture? Alors, je copie son ton. Non, je ne le suis pas. Elle cligne des yeux de façon confuse. Pourquoi parlez-vous comme ça? Parce que vous le faisiez. Peu importe, déplace ta stupide voiture, elle me bloque et j'ai un rendez-vous. Madame, ma voiture ne vous bloque pas. Je suis garé le long de la dernière rangée près d'une haie et je ne bloque personne. Vous mentez! Venez déplacer votre voiture tout de suite! Cela dure environ 5 minutes et je finis par me dire qu'elle ne se taira pas si je ne fais rien. Écoutez, si je vous prouve que ce n'est pas ma voiture qui vous bloque, vous allez me lâcher la grappe? Enfin, déplace ce truc stupide pour que je puisse partir. Je vais donc chercher mes clés dans le placard où se trouvent mes affaires. Reine du monde pratiquement collée à mes basques pendant tout ce temps. Je vais au parking, j'appuie sur le bouton de ma clé et les lumières clignotent sur ma Fiat déglinguée dans le coin. Vous voyez ma voiture? Juste là, ne bloquant personne? Pensant que c'est fini, je me retourne pour retourner à mon travail, et elle se met à hurler derrière moi. Vous avez volé ces clés, ce n'est pas votre voiture est devant la mienne. Prenez vos clés tout de suite et déplacez-la.
D'accord, quelle voiture pensez-vous être la mienne? Je me suis dit que si c'était la voiture d'un membre du personnel, je pourrais diriger cette folle vers lui. Elle s'est dirigée vers une Range Rover, probablement la sienne, qui était bloquée par une Porsche flambant neuve. Une foutue Porsche flambant neuve, et m'a regardé fixement. J'ai dû la fixer pendant au moins 10 secondes avant de me mettre à rire à gorge déployée. Madame, vous pensez que je pourrais me payer cette voiture avec un travail d'homme d'entretien à temps partiel? Vous devez vous faire des illusions. Elle a alors commencé à crier que je l'empêchais délibérément de partir et qu'elle allait faire remorquer ma voiture. Mais je me suis juste éloigné. Je ne suis pas assez bien payé pour m'occuper de ce genre de bêtises. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ensuite, mais j'espère vraiment que le conducteur de la Porsche n'est pas reparti avant quelques heures. Juste pour la faire aller aux toilettes. Cette histoire est très poétique tout de même, hein. C'est une histoire de deux rois du monde qui s'embêtent l'un l'autre et t'en as un qui vient s'en prendre à Hopi qui est littéralement une victime collatérale dans cette histoire. T'en as un qui s'est garé, ok, il y en a un qui l'a bloqué, move de vraiment personne mal éduquée, et ensuite la personne qui se retrouve bloquée décide d'aller voir quelqu'un du personnel de façon totalement aléatoire et d'estimer que c'est cette personne qui possède cette voiture et que c'est du coup cette personne qui le bloque. La logique de ces gens parfois. L'histoire suivante est postée par Body by Art. Faisons connaissance avec le casting merveilleux et moins merveilleux. Il y aura moi, ma fille, un petit bébé, reine du monde et sale gosse qui doit avoir dans les 5 ans. Pour le cadre, nous sommes dans un café local. Un après-midi, après un cours de yoga pour maman et moi, je sais ça a l'air idiot mais c'est un excellent moyen de rencontrer d'autres mamans et de s'en faire des amis. Ma fille et moi décidons d'aller prendre un café et de rattraper le temps perdu. Je prendrai un café et elle prendra directement le lait doux et sucré à la tireuse. Ma fille, qui ne tient visiblement pas la boisson, est tombée dans les pommes juste après avoir bu le lait. Je m'accorde une folie et décide de prendre une deuxième tasse de café. Je bois ma deuxième tasse de café quand sale gosse et reine du monde apparaissent. Oh, un bébé! Je souris, mais je retourne lire le journal et siroter mon café. Quand je lève les yeux, sale gosse est en train d'essayer de prendre mon bébé endormi. J'ai paniqué, évidemment. Non, 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 non. Oh, elle ne lui fait pas de mal. Je veux prendre le bébé dans mes bras. Elle dort, tu es trop petite pour la tenir, chérie, elle est lourde. Oh, laissez-la la tenir, sale gosse est très mature. Elle n'est pas une poupée, non. Vous n'avez pas besoin d'être une grognasse. Excusez-moi. Pendant ce temps, sale gosse a essayé de prendre ma fille et l'a réveillée. Alors ma fille se met à pleurer. Je la prends dans mes bras et je commence à la chouchouter. Vous voyez ce que vous avez fait? Laissez-nous tranquilles. Elle veut juste que ma fille la prenne dans ses bras. Et elle essaie d'attraper ma fille. Mais ça va pas, allez-vous-en! Et je me retourne pour éloigner ma fille. Ma fille pleure. Laissez simplement ma fille la tenir. Et elle continue d'essayer de voler mon bébé. Au secours! Et je mets un coup de paume en plein dans le nez à la reine du monde. À ce moment-là, les employés du café interviennent et l'éloignent. L'un d'eux dit qu'ils ont appelé la police. Reine du monde saigne du nez. Sale gosse sanglote. Je me sens un petit peu mal pour la gamine. Elle est assez petite, mais sa mère devrait lui donner une meilleure éducation. Les employés nous demandent de rester et d'attendre la police. Bien, elle m'a agressé et a traumatisé mon enfant. Ma fille pleure encore, alors je lui donne le sein. Elle s'expose devant un enfant, espèce d'adorateur d'enfant. Je l'ignore et ma fille finit par se calmer. La police est arrivée et nous a demandé à chacune ce qui s'était passé. Elle s'est exposée à ma fille et m'a agressé. Moi qui crains d'aller en prison. Ce n'est pas vrai, elle a essayé de me voler mon bébé, je l'ai juste protégé. Heureusement, le café avait des caméras. Elle a été arrêtée pour tentative d'enlèvement. Je dois aller au tribunal pour ça le mois prochain. Update. Nous allons au tribunal le 14 avril pour des charges criminelles contre Reine du Monde pour tentative d'enlèvement. Je ne m'attendais pas à faire une update avant cette date, mais c'est ce qui s'est passé. Moi et ma fille sommes allés au parc ce matin. Nous sommes rentrés vers 11h. Il y avait un homme qui se tenait sous notre porche, l'air perdu. Ma fille dormait dans sa poussette. J'ai mis la main dans mon sac et sur ma bombe lacrymogène. Je peux vous aider? Je cherche une prénom nom de famille, j'ai un paquet pour elle. Il sort une enveloppe épaisse. C'est épais comme le derrière de Cardi B. C'est moi-même, je peux la prendre. Je prends l'épaisse enveloppe. Dès que je l'ai en main et je l'ai signée, le livreur arrache sa fausse moustache et son chapeau de livreur. Il révèle sa véritable identité. C'est un stagiaire en droit. Cool, cool, cool. Au fait, vous êtes poursuivi en justice. Bonne chance. Oui, c'est vrai, je suis poursuivi par Reine du Monde.
Pourquoi la femme qui a essayé de m'enlever mon bébé me poursuivrait-elle en justice? Quel dommage ai-je pu infliger? Eh bien, apparemment, j'ai fait 25 000 $ de dégâts. Dans cette pauvre enveloppe, il y avait environ 10 millions de pages détaillant comment elle me poursuit pour tout ce qui ne va pas dans sa vie. Apparemment, je lui ai cassé le nez, alors elle me poursuit, non seulement pour les frais médicaux, mais elle veut aussi que je paie pour qu'il répare son nez de crapaud. Oh, et bien sûr, des dommages émotionnels pour elle et son enfant. Apparemment, Reine du Monde souffre d'anxiété et de dépression à cause de moi. Sale gosse souffre d'un syndrome de stress post-traumatique à cause de mon indécence. Enfin, je suis également poursuivi pour diffamation, parce que j'ai osé dire qu'elle essayait de voler mon bébé. Bien sûr, à la fin, elle a dit qu'elle serait prête à régler à l'amiable si j'abandonnais les poursuites pénales. J'ai apporté cette lettre à mon avocat et il m'a dit que le juge se moquerait d'elle tellement fort qu'il risque de tomber de sa chaise. Surtout si le procès criminel se déroule en notre faveur, ce qui est pratiquement garanti. Je la verrai donc au tribunal le 14 avril et je la reverrai en juillet pour l'affaire civile. Et bien sûr, Opie a tenu sa parole et nous avons l'update. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien et votre amour. J'ai hâte de raconter tout ça à ma fille quand elle sera plus grande. Mercredi, nous avons découvert le verdict concernant Reine du Monde. Alors, rencontrant les acteurs, il y aura le juge, la mère Reine du Monde, le père Roi du Monde, le sale gosse, le jury, le procureur, je tiens à vous rappeler que cette histoire se passe aux États-Unis, l'avocat des Rois du Monde, moi et mon mari. La scène. Ce chapitre s'ouvre le 15 avril 2019 vers 9h30. Nous sommes au palais de justice. Mon mari et moi avons déposé ma fille chez la mère de mon mari. J'avais envisagé de l'amener et de l'allaiter pendant que la Reine du Monde était à la barre, juste pour l'irriter. Mais je ne pensais pas qu'un enfant de 8 mois serait capable de rester assis tranquillement aussi longtemps. Au lieu de cela, j'ai amené mon mari, âgé de 384 mois. Et j'ai fait le calcul pour vous, ça fait 32 ans. Nous sommes allés au palais de justice et j'avoue que j'étais nerveuse. Nous avons pris place derrière le procureur et nous avons bavardé avec elle. La Reine du Monde entre avec son avocat, et si les regards pouvaient tuer, je serais morte. Le juge et le jury entrent et nous sommes prêts à commencer. Alors que nous commençons, le juge est interrompu par Roi du Monde et sale gosse qui entre dans la salle d'audience de la façon la plus bruyante qui soit. Avertissement, ces 3 jours ont été très longs et très stressants, je vais donc beaucoup paraphraser. Reine du Monde, vous êtes accusée de tentative d'enlèvement, d'agression au premier degré, de trouble à l'ordre public et de conduite inappropriée. Que plaidez-vous? Votre honneur, je suis innocente à 100%. En fait, je suis outrée d'être accusée d'avoir mal agi. Je suis une fière américaine et la plus grande supportrice de ces fiers, justes et équitables... Le juge a l'air d'en avoir déjà marre de ces bêtises. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mais... Maintenant. Elle s'assoit. Nous allons maintenant procéder aux déclarations préliminaires. Monsieur le procureur... Le procureur présente l'affaire, explique succinctement que Reine du Monde était une femme dangereuse qui a tenté d'arracher un petit bébé des bras de sa mère. Non, 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 ce n'est pas vrai! Avocat, dites à votre cliente Reine du Monde de se taire. Procureur, continuez. Il y a des preuves claires et indisputables que Reine du Monde est coupable de tous les chefs d'accusation. Le procureur conclut sa déclaration d'ouverture en moins de 5 minutes, expliquant que toute la situation a été filmée et que les preuves parleront d'elles-mêmes. La déclaration d'ouverture de la défense a duré environ 40 minutes. Il a raconté toute la vie de cette créature. Elle ne pouvait pas être coupable. Elle était la mère de famille typique de banlieue, présidente de son association de propriétaires, active dans son église, bla bla bla. Apparemment, les déclarations établissant le caractère de la personne n'étaient pas suffisamment hors sujet pour que le juge dise à l'avocat de se taire et de s'asseoir. L'avocat a donc parlé si longtemps qu'après avoir conclu, le juge nous a renvoyés pour la journée. Nous revenons le 2e jour, et avant le début du procès, mon mari va nous chercher une tasse de caféine pure dans un kiosque du palais de justice. Il est en train de mettre sa crème et son sucre dedans quand Roi du Monde s'approche. Eh mec, comment ça va? Bien. Tout ce bazar, c'est de la folie. Ouais. Écoute mec, qu'est-ce qui va arriver à ma fille si sa mère va en prison? Ce n'est pas bon pour un enfant. Ouais, c'est sûr. Désolé. Tu pourrais dire à ta femme d'abandonner les poursuites. Tu sais, faire ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Ouais, je vais pas faire ça. Allez mec, sois raisonnable. Si ta femme était raisonnable, on ne serait même pas là. Va te faire cuire un œuf, le noir. Sérieusement? Et mon mari s'en va.
Le deuxième jour d'audience commence. L'accusation présente les preuves, y compris l'enregistrement, appelle les témoins et tout ce qui concerne l'accusation. Lorsque l'accusation appelle des témoins, la défense peut également leur poser des questions. Ils essaient de jeter le doute sur tous les témoins, sans doute pour faire croire qu'il s'agissait d'une chasse aux sorcières contre Reine du Monde. Finalement, ce fut mon tour de témoigner et d'être interrogé. J'ai raconté mon histoire pour l'accusation, puis cette bêtise s'est ensuivie. Il semble que vous ayez été la première à élever la voix. Diriez-vous que c'est exact? Je suppose que oui. Cela fait de vous l'instigatrice de l'incident. Je ne pense pas. Vous affirmez que Reine du Monde vous a agressé. Oui. Est-ce que Reine du Monde vous a frappé à un moment ou un autre dans cette altercation? Pas exactement frappé. Est-ce que vous avez frappé Reine du Monde à un moment donné? Oui, mais c'était pour... Le jury remarquera que cette femme a admis être non seulement l'instigatrice, mais aussi l'agresseuse dans cette situation. Après que l'accusation a présenté ses preuves, c'est au tour de la défense. C'est à ce moment-là que la Reine du Monde se présente à la barre. Reine du Monde raconte sa version tordue des événements. Selon elle, sa fille avait vu mon bébé et s'était approchée de moi pour me dire à quel point ma fille était jolie. En réponse à cette interaction totalement innocente, j'ai commencé à agresser verbalement sale gosse. Elle a tenté de me calmer, mais cela s'est retourné contre elle. Lorsque j'ai violemment attrapé ma fille, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il était très improbable que ma fille soit à moi. Voyant une femme instable s'emparer d'un bébé innocent, probablement kidnappé, Reine du Monde se devait d'intervenir. Lorsqu'elle l'a fait, je l'ai violemment attaquée. Le troisième jour est donc celui du verdict et de la sentence. Pour l'accusation de tentative d'enlèvement, le jury a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour conclure qu'elle voulait enlever ma fille. Non coupable. Pour ce qui est de l'accusation d'agression, le jury n'a pas été convaincu par les tentatives de son avocat de me diaboliser. Coupable. Pour ce qui est de troubles à l'ordre public et conduite inappropriée, les enregistrements et les témoins ont abouti à un verdict de culpabilité. Nous arrivons maintenant à la partie que vous attendez tous, la condamnation. Reine du Monde a été condamnée à 18 mois de probation, 40 heures de travaux d'intérêt généraux, 30 heures de gestion de la colère et 730 $ d'amende. Tout cela est inscrit dans son casier judiciaire, et si elle ne respecte pas sa mise à l'épreuve ou ne fait pas ce qui est exigé, elle passera ses 18 mois en prison. Je sais que beaucoup d'entre nous espéraient une peine d'emprisonnement, mais je suis satisfait de ce résultat, et je pense qu'il est juste. Nous nous sommes quittés en nous sentant plutôt bien. Nous devons retourner au tribunal dans quelques mois pour l'affaire civile. Je sais pas vous, mais je pense que cette Reine du Monde va finir sa peine en prison parce que je suis pas sûr qu'elle sera capable de se tenir. Il y avait beaucoup de personnages, j'espère que j'ai réussi à faire des voix suffisamment différentes pour que vous puissiez les différencier. L'histoire est donc postée par Body by Art. Le procès civil devait avoir lieu le 9 juillet, mais l'affaire a été abandonnée. J'étais si heureuse. Après des mois de cette galère, j'étais prête à mettre tout cela derrière moi et à passer à autre chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi naïve. J'aurais dû savoir qu'une Reine du Monde aussi folle n'abandonnerait pas si facilement. Un soir, en revenant de notre cours de yoga pour maman et moi, j'ai remarqué une femme garée en face de chez moi. J'ai pensé que c'était Reine du Monde, mais j'ai balayé l'idée d'un revers de main, pensant que j'étais paranoïaque parce que cela avait commencé après l'un de nos cours. J'ai emmené ma fille à l'intérieur et je l'ai installée. Quand j'ai regardé par la fenêtre, la voiture avait disparu. J'ai vaqué à mes occupations jusqu'à samedi. Ce samedi matin-là, le temps était magnifique et j'ai décidé d'emmener ma fille au parc. Il était encore tôt, vers 9 h du matin. La voiture était de nouveau garée dans ma rue, mais cette fois-ci, elle était vide. Nous avons marché jusqu'au parc et nous y sommes restés environ 30 minutes avant que je remarque la même voiture, à nouveau vide. Je sais que c'est la même voiture parce que les housses des sièges sont hideuses. Ce sont des imprimés léopard roses. J'étais un peu sur les nerfs, j'ai ramassé les affaires et j'ai commencé à partir. Puis, je l'ai vue. Elle était à une quinzaine de mètres de nous. Et c'était bien Reine du Monde. Reine du Monde était là, mais sa fille n'était nulle part en vue. Je commençais à m'inquiéter qu'elle ait emménagé dans ma rue. Quand je suis rentré à la maison, elle était vide, ce qui est normal, car mon mari aime aller à la salle de sport un peu plus tard le samedi. J'ai pris un encas pour ma fille et j'ai appelé ma voisine, qui est aussi mon amie. Je lui ai demandé si elle savait si quelqu'un avait emménagé dans la rue récemment. Elle ne pensait pas que quelqu'un avait emménagé. Nous n'avions pas non plus remarqué de signe d'emménagement, même si nous ne sommes pas particulièrement attentifs. Je lui ai parlé du fait d'avoir vu Reine du Monde. Nous avons toutes les deux décidé qu'il s'agissait probablement d'une coïncidence. Nous avons bavardé pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de la sieste de ma fille.
Dès que j'ai fini de la coucher et que j'ai descendu les escaliers, mon mari est rentré. Ça m'a calmé de le voir. Du moins, jusqu'à ce que nous ayons cette conversation. Tu attendais quelqu'un ce matin ? Non, pourquoi ? J'ai cru entendre quelqu'un frapper à la porte ce matin, mais le temps que je descende, il était déjà parti. Tout de suite, j'étais sur les nerfs. J'ai pensé à cette voiture vide. Même si ce n'était pas Reine du Monde, pourquoi quelqu'un toquerait-il et partirait-il comme ça ? J'ai parlé à mon mari du fait d'avoir vu Reine du Monde, et j'ai décidé qu'il pouvait s'agir d'une coïncidence. Ou pas. Alors nous allons garder l'œil ouvert et la police en appel rapide. Tout est resté normal pendant quelques jours. Puis j'ai revu la voiture. Cela a continué pendant une semaine ou deux. Je voyais la voiture, puis elle revenait quelques jours plus tard. Cela se passait à des moments et à des endroits différents. J'ai commencé à me sentir paranoïaque, comme si on me surveillait tout le temps. Un jour, j'ai essayé de la confronter, mais elle est partie. Au bout de 2 semaines, j'ai décidé que j'en avais assez et que j'irais au poste de police le lendemain matin. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La police s'est occupée de tout comme je le pensais. Je veux dire par là qu'ils m'ont traité comme une folle et m'ont dit qu'une voiture se trouvant sur une voie publique n'est pas un crime, et que puisqu'aucune menace n'avait été proférée, ils ne pouvaient, ou ne voulaient, pas faire grand-chose. C'est une grande perte de temps pour tout le monde. Environ 2 jours plus tard, je partais au travail quand j'ai remarqué que mes 4 pneus avaient été crevés. Le week-end suivant, je travaillais dans le jardin, pendant que ma fille jouait à côté de moi. J'ai remarqué une petite pastille bleue et verte et je l'ai immédiatement reconnue. C'était de la mort au rat. J'étais outré que la ville jette du poison sur les pelouses des gens. Et si ma fille l'avait mangé ? J'ai aussi un chat qui pourrait mourir s'il mangeait un rat empoisonné. Heureusement, c'est un chat d'intérieur. Je râlais auprès de mon voisin, prêt à me transformer en carène quand il m'a dit 2 choses qui m'ont retourné l'estomac et qui m'ont laissé bouche bée. 1. Personne d'autre n'a ou n'a jamais trouvé de boulette de mort au rat dans son jardin. 2. Lorsque la ville procède à la dératisation, elle ne met du poison que dans les terriers des rats. Je n'aurais donc pas pu en trouver au hasard dans mon jardin. J'étais horrifié. Ma fille aurait pu en manger un. J'ai appelé la ligne d'urgence de la police et j'ai raconté ce qui se passait. Et encore une fois, on m'a envoyé bouler. Ma fille aurait pu mourir et ils ont agi comme s'il s'agissait de pas grand-chose. Ils m'ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Et c'est tout. Je vais juste énumérer quelques-unes des choses qui se sont produites au cours des semaines suivantes. Mon jardin a été saccagé par une personne qui a littéralement arraché des poignées de fleurs. J'ai vu cette voiture 15 fois. Quelqu'un a programmé un réveil automatique pour mon téléphone à 3h du matin. Une fois que j'ai compris comment arrêter les appels automatiques, quelqu'un m'appelait et raccrochait, jusqu'à 3 fois par jour. Je bloquais le numéro et un nouveau numéro appelait. Nous sommes partis quelques jours. Pendant notre absence, j'ai reçu par SMS une photo de l'extérieur de ma maison avec le message « À bientôt ». J'ai immédiatement précipité notre retour à la maison et lorsque nous sommes arrivés, quelqu'un avait jeté une pierre à travers ma fenêtre. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis précipité en mode maman ours. J'ai emmené ma fille chez ma mère et mon mari est allé acheter des caméras de sécurité. Nous avons appelé la police, pris des photos et cherché notre chat. Il se cachait sous notre porche. Mon mari a installé les caméras et j'ai demandé une ordonnance de protection d'urgence. Dans mon état, lorsque tu demandes une ordonnance de ce type, elle entre en vigueur immédiatement et il y a une audience plus tard pour déterminer si elle sera permanente et tout le reste. Les choses se sont calmées pendant quelques jours et j'ai ramené ma fille à la maison. Je pensais que l'ordonnance éloignerait peut-être Reine du Monde, car si elle l'enfreignait, elle enfreignait aussi sa liberté conditionnelle et passerait du temps en prison. Encore une fois, j'ai sous-estimé la folie de cette Reine du Monde. Je vous mets un trigger warning pour le reste de ce paragraphe parce que c'est vraiment n'importe quoi. Alors, vous êtes prévenus. Si vous n'êtes pas prêts, passez au paragraphe suivant. Je vous mets un timecode. Ceux qui sont là, je passe à la suite. Un soir, je suis rentré du travail et j'ai récupéré ma fille, puis je me suis approché de la porte. Sous mon porche, il y avait un sac poubelle noir, presque vide. Ma fille dormait encore après le trajet en voiture, alors je l'ai mise à l'intérieur de la maison et je suis ressorti. J'ai pensé que c'était peut-être mon mari qui avait été négligent. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir de déchets, de vêtements de sport sales ou de quelque chose qu'il allait donner, ou autre. J'ai donc regardé à l'intérieur. Avant que toute pensée consciente ne soit enregistrée, j'ai eu des hauts le cœur à cause de l'odeur de décomposition. À l'intérieur de ce sac se trouvait un chat démembré. Il était chaud, probablement à cause de la chaleur de l'été. J'ai immédiatement paniqué. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai pleuré, j'ai appelé et j'ai cherché notre chat. Vu l'état émotionnel dans lequel je me trouvais, j'ai réveillé ma fille et elle criait et pleurait aussi. Notre chat était dans notre chambre, en train de faire une sieste et bien vivant.
J'étais submergé par les émotions. J'étais heureuse que notre chat aille bien, mais cela n'a pas empêché la crise de panique qui a suivi. J'ai appelé mon mari en hyperventilation alors que ma fille continuait à pleurer et je lui ai dit de rentrer à la maison, immédiatement. Heureusement, il était déjà en route. Mon mari a appelé la police sur le chemin de la maison et ils sont arrivés peu de temps après lui. Ils ont pris des photos et regardé les images des caméras de sécurité. Les caméras montraient clairement Reine du Monde en train de laisser le sac sur mon Porsche. Nous avons donné à la police les images et le sac. J'ai emmené ma fille chez ma mère, j'allais y rester aussi, mais je devais nettoyer ma maison. Le sac a fuité sous le Porsche et dans ma panique, j'en ai foutu dans toute la maison. Mon mari et moi sommes rentrés à la maison et avons fait le ménage. J'ai aussi fait une autre crise. Nous avons passé la nuit chez ma mère. Le matin, j'avais rendez-vous avec la police, alors ma mère est restée avec ma fille et mon mari est allé travailler. La police a pris ma déposition et m'a fait savoir qu'elle travaillait déjà avec un juge et s'attendait à récupérer Reine du Monde ce soir ou demain. J'étais prête à ce que tout ça finisse. Je me sentais impuissante. Pendant que j'étais en réunion, ma mère m'a envoyé un message pour me demander d'aller chercher du gel de dentition pour ma fille, c'est pour quand bébé fait ses dents, et quelques jouets. Je suis donc passé à la maison, j'ai pris des vêtements de rechange pour tout le monde et des jouets pour ma fille. Pendant que je suis dans la chambre de ma fille, je regarde par la fenêtre qui donne sur le jardin, et je vois Reine du Monde dans la remise, en train de fouiller. Je suis immédiatement entré dans une colère noire, et j'étais déjà à mi-chemin dans les escaliers avant de m'arrêter. Je suis retourné dans la chambre de ma fille, et j'ai appelé la police. Je leur ai dit que quelqu'un était en train d'entrer par effraction. Pendant que j'étais au téléphone, Reine du Monde s'est approchée et a essayé d'ouvrir ma porte arrière. Elle était verrouillée, alors je ne sais pas ce qu'elle pensait faire en tournant la poignée. Je suis descendu, je suis allé dans ma cuisine, j'ai regardé par la fenêtre et Reine du Monde se dirigeait à nouveau vers ma porte arrière. Je me suis donc déplacé et je me suis tenu contre le mur et la porte arrière. Je pensais qu'elle allait encore essayer la porte, mais au lieu de cela, elle a cassé ma fenêtre. Instinctivement, j'ai attrapé la chose la plus proche sur le comptoir. Elle a regardé vers la porte et je l'ai frappée avec. Elle est tombée et son nez saignait à nouveau. Apparemment, je l'ai frappée avec une plaque de cuisson sale. Elle s'est relevée et j'ai soulevé la plaque à nouveau, mais elle a commencé à courir dans l'autre sens, vers l'avant de la maison. Juste au moment où elle atteignait le jardin avant, les policiers sortaient de leur voiture. J'ai ouvert la porte d'entrée, le plateau à la main, juste à temps pour entendre ceci. Dieu merci, vous êtes arrivé à temps. Quelqu'un s'est introduit chez moi et m'a attaqué. Entrez là-dedans et abattez-la. Elle est là, elle est armée. Abattez-la, elle. Quand elle a crié et m'a pointé du doigt, le flic a immédiatement braqué son arme sur moi. J'ai immédiatement lâché le plateau et je me suis figé. J'ai vraiment cru qu'il allait me tirer dessus. Le flic baisse son arme. Une autre voiture de la brigade s'arrête et 2 autres policiers commencent à sortir de la voiture. Il y a en tout 4 flics dans le jardin. Je suis toujours figé. Qu'est-ce que vous faites? Mais abattez-la! Madame, j'ai besoin que vous vous calmiez. Un autre policier s'approche et cherche à m'attraper le bras. Par réflexe, je m'éloigne. C'est ma maison. Elle ment! Regardez-moi! Elle m'a clairement attaqué! Parce que tu as cassé ma fenêtre et que tu entrais. Je suis ici depuis des années! Sale menteuse! J'ai dû avancer vers elle car le flic à côté de moi m'attrape par le bras. Pour être honnête, je n'avais pas les idées très claires. Laissez-moi partir, c'est ma maison. Voyez, elle est folle! Merci mon Dieu, vous êtes venu quand vous l'avez fait! Bon, madame, suivez-moi jusqu'à la voiture de police pour que je puisse prendre votre déposition. 2 flics l'accompagnent jusqu'à la voiture et 2 autres restent avec moi sous le Porsche. Je suis choqué et je panique, mais je commence à penser clairement. C'est ma maison. Ok, Je peux le prouver. Enfin, je ne suis plus idiote. ok. Mon sac à main est à l'intérieur, près des escaliers. Mon permis est dedans. Flic 2 fait un signe de tête à flic 3, et flic 3 est allé à l'intérieur et est ressorti avec mon sac à main. Elle le fouille et en sort mon permis. Les flics 2 et 3 se font un signe de tête. Flic 3 descend dans le jardin et fait signe à flic 4 de venir. Ils discutent un moment et flic 4 retourne vers flic 1 et la reine du monde. Le flic 3 revient vers moi. Nous sommes désolés, mademoiselle. Flic 4 a ressorti le rapport de police d'hier. Je suis désolé pour le stress. Au moins, elle a été prise sur le fait. Blablabla. Pendant que Flic 3 me parlait, Flic 4 parlait à Reine du Monde. Et je suis pas sûr de ce qui a été dit, mais Reine du Monde est devenue encore plus pâle qu'elle ne l'est et a essayé de s'enfuir. Elle n'est pas allée bien loin et a fini par manger le trottoir. Bah dis donc, si son nez a encore pris, elle va avoir un truc plus plat que Voldemort. Quelques minutes plus tard, j'ai encore fait une déposition, et Reine du Monde m'a jeté un regard noir pendant qu'on l'embarquait. Après avoir pris ma déposition et quelques photos, les policiers sont partis. J'ai rappelé mon mari à la maison. Il est resté pour nettoyer et a dû barricader notre fenêtre. Nous sommes restés chez ma mère pendant encore 2 jours.
Nous ne sommes pas rentrés à la maison avant d'apprendre que Reine du Monde s'était vue refuser la liberté sous caution. En fin de compte, on a découvert qu'elle avait enfreint sa liberté conditionnelle et qu'elle devait donc passer le reste de sa peine en prison. Ils ont également ajouté une accusation de harcèlement, de cruauté envers les animaux et d'entrée par effraction. Je m'attends à ce qu'elle reste en prison pendant au moins quelques années. J'espère vraiment que ce sera ma dernière update. Je suis également très reconnaissante que tant de personnes se soient montrées préoccupées après mon dernier post. Est-ce que je l'avais pas dit la semaine dernière que cette Reine du Monde allait forcément finir en tôle parce que c'était sûr qu'elle refuserait d'en rester là? C'était sûr! Alors oui, l'histoire date de 5 ans, mais j'avais pas vu ce post. C'est avec vos commentaires où je suis allé fouiller et j'ai trouvé la suite de l'histoire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. L'histoire suivante est postée par QueenClocker3. Je viens de me souvenir de ceci en discutant avec un ami avec qui je travaillais dans cette chaîne de restauration rapide. J'étais caissière à cet endroit au lycée. La nourriture était moyenne, mes collègues étaient géniaux, et nous avons eu plus de managers qu'il y a 2 parents dans une file d'attente de McDo. Cette histoire commence avec une mère et ses 2 enfants. Elle est entrée dans notre petit établissement, a commandé 2 repas pour enfants, puis est partie en laissant derrière elle ses 2 petits-enfants. Je n'avais jamais passé beaucoup de temps avec des enfants, et je ne les aime pas vraiment, alors 2 enfants sans adultes dans notre salle à manger m'ont beaucoup inquiété. Est-ce qu'ils vont bien ? Peut-on les laisser tranquilles? Ils ne vont pas auto-imploser, n'est-ce pas? J'avais un travail à faire et une salle à manger à nettoyer. Après avoir réfléchi, j'ai décidé de nettoyer et de les ignorer. C'est alors que j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas assis à table à faire ce que les enfants font quand ils sont laissés à eux-mêmes, mais qu'ils étaient sous la table à créer des œuvres d'art sur le mur avec des sachets de ketchup. Je ne savais pas quoi faire, alors je n'ai rien fait. 4 heures ont passé et elle est arrivée en valsant pour récupérer ses rejetons. D'accord, j'étais assez habitué à ce que des choses bizarres se produisent, mais ça mérite qu'un manager soit averti. Je passe la tête dans le congélateur où elle faisait son inventaire et je l'informe de ce qui se passe. « Et pourquoi n'es-tu pas venu me chercher plus tôt ?» me demande-t-elle. « Je sais pas, je pensais que je pouvais m'en occuper. Je suis une grande adolescente effrayante et ce sont, des tout petits. » D'accord, ce n'est pas mon meilleur coup. Mais maintenant consciente de la situation et armée des images de la caméra, ma manageuse me fait savoir qu'elle s'occupera d'elle la prochaine fois. 2 jours plus tard, elle revient pour un 2e round. 2 autres repas pour enfants. Cette fois-ci, je n'attends pas et je préviens ma manageuse dès que possible. Ma manageuse sert cette dame en lui disant « Et n'oubliez pas vos enfants cette fois-ci » et en lui donnant un bout de papier. Sur le papier, il y avait le numéro de téléphone d'une garderie locale qui facturait en fonction des revenus de la famille. Le problème réglé, je sors pour nettoyer les tables et je trouve ces enfants en train de dessiner sur la table avec du sel. Ma manageuse s'est mise en colère. 4 heures plus tard, la mère revient chercher ses enfants et ma manageuse s'approche. Elles sortent et ont une conversation tendue qui se termine par le départ en trompe de la femme avec ses enfants. J'ai appris plus tard qu'elle était furieuse que ma manageuse ait supposé qu'ils étaient pauvres. Une semaine plus tard, ma manageuse était prête pour le 3e round. Elle est venue, a passé la même commande et cette fois-ci, c'est ma manageuse qui l'a prise. Lorsque je sors pour lui remettre les repas des enfants, elle est partie, laissant derrière elle ses enfants. Les flics sont arrivés très vite, puis les services de l'enfance, puis les enfants sont partis et notre petite chaîne de restauration rapide a repris son fonctionnement normal. Et ce, pendant les 4 heures qui ont suivi. Note complémentaire, je suis autiste. Pas comme une autiste très évidente, pas le genre qui a besoin d'une tonne d'assistance, mais une légère qui dira de temps en temps les choses les plus bizarres. Alors gardez ça à l'esprit quand maman est revenue. « Où sont mes enfants ?» Oh, c'est encore toi, je souris derrière le comptoir. 2 types sont entrés et les ont pris. Elle est devenue pâle. « Des types? Quels types? À quoi ils ressemblaient? Quand les ont-ils pris? Que faisaient-ils pour que tu ne les surveilles pas ?» Eh bien, je n'ai pas eu leur nom, mais ils avaient l'air grands et forts, et ils ont promis de bien s'occuper d'eux. Je ne leur ai pas parlé par contre, ce n'était pas mes affaires. Je suis caissière, pas babysitter. Je ferais une mauvaise babysitter. Je n'aime pas vraiment les enfants. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Hopi. Tu ferais une très mauvaise babysitter. Enfin bon, c'était pas ton taf. Ah mon Dieu, j'ai abandonné mes enfants dans un fast-food et des inconnus sont partis avec, mais que vais-je faire? Garde un œil sur tes gosses la prochaine fois, parce que là, ce coup-ci, t'as eu de la chance, c'est la police. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. L'histoire suivante est postée par Ayam Seedling. C'était il y a 10 ans, donc je ne m'en souviens pas très bien, mais ma mère et ma grand-mère m'ont raconté l'histoire plusieurs fois. Pour mon anniversaire, en 2009, ma mère a décidé de m'emmener en Oklahoma pour rencontrer sa famille.
Nous avons pris l'avion, car c'était rapide, et nous serions là pour mon anniversaire. Dans cet avion, ma mère a payé environ 15 $ de plus pour avoir des sièges avec des écrans au dos du siège de devant, pour que je n'ai pas peur d'être dans un avion. C'était quelques mois après la sortie du film Coraline. C'était, et c'est sans doute toujours, mon film préféré. Il était donc sur la liste des films, et ma mère m'a laissé le regarder. J'ai mis les écouteurs fournis pour ne pas déranger les autres passagers. Un petit moment s'est écoulé, et le film commençait à devenir un peu plus effrayant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu une fille se mettre à crier. Et, comme par hasard, c'était l'un des passages les plus effrayants du film. J'ai tressailli à ce cri. Étant assez jeune, j'ai mis le film en pause et j'ai enlevé les écouteurs de mes oreilles. Je ne me souviens pas de la conversation exacte, mais ma mère m'a dit qu'elle s'est déroulée comme suit. Sale gosse est toujours en train de crier. C'est bon, chérie, tout va bien. Vous, Reine du Monde se tourne vers ma mère. comment osez-vous mettre un film aussi effrayant pour votre enfant? Il a fait peur à ma pauvre sale gosse. Éteignez-le, éteignez-le. Sale gosse était plus âgé que moi. J'avais 4 ans à l'époque et la fille avait environ 8 ou 9 ans selon ma mère. Je ne devrais pas avoir à m'occuper des autres passagers. J'ai payé un peu plus cher pour ces sièges et je veux que mon enfant en profite. Si votre enfant a peur, elle n'a pas à regarder. Elle s'ennuie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas riches comme vous qu'elle doit s'ennuyer tout le temps. Maintenant, mettez un film plus adapté aux enfants pour que sale gosse puisse regarder. Ou je vais chercher le pilote. Mademoiselle, ces sièges n'étaient qu'à 15 $ de plus. Si vous ne vouliez pas que votre enfant s'ennuie, vous auriez dû payer. Appelez le pilote, mais nous ne changerons pas le film. Opie, tu peux continuer à regarder. Alors, comme je suis jeune et que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, j'ai mis mes écouteurs, mais j'entendais toujours la dispute qui se déroulait en fond. Bref, Reine du Monde appuie sur le bouton de service et a crié à l'hôtesse d'appeler le pilote. Or, comme le pilote devait évidemment contrôler l'avion, le copilote est venu voir la femme. Quel est le problème, madame ? Ces horribles femmes ne veulent pas changer le film de leur enfant pour quelque chose de moins effrayant, afin que ma petite sale gosse puisse regarder. Elles ont payé un supplément pour ces sièges malheureusement, alors elles n'ont pas à faire autre chose que ce qu'elles veulent. Maman, je n'aime pas ce film. Je sais, chérie, maman s'en occupe. Eh bien, sale gosse s'ennuie. Est-ce qu'on peut avoir un surclassement au moins ? Je vais voir ce que je peux faire. Ma mère était furieuse que cette femme puisse avoir un surclassement gratuit en plus d'être une personne horrible. Mais ma mère est respectueuse, elle n'a donc rien dit. Le copilote est revenu et a commencé à parler à la femme. Il y a 3 sièges supplémentaires en première classe avec des écrans et des boissons gratuites. Est-ce que c'est bien ? Reine du Monde est déjà debout. Oui, c'est merveilleux, merci. Ok, le copilote se tourne vers ma mère. Est-ce que vous et les 2 autres personnes qui vous accompagnent voudriez être déplacés ? Nous ? Oui, nous aimerions vous offrir un surclassement pour avoir eu à subir une personne impolie. Reine du Monde est restée là, absolument choquée, et ma mère a bien sûr accepté. Nous avons apprécié le temps passé en première classe, et j'ai pu me resservir gratuitement de jus de pomme pendant le reste du vol et regarder mes films en toute tranquillité. C'est le genre de comportement qui devrait te faire débarquer d'un avion sans remboursement. Tu ne sais pas te tenir correctement, tu dégages et tu vas te faire voir ailleurs. L'histoire suivante est postée par Ziggy 600133. Donc l'été 2017, j'ai travaillé comme sauveteur au parc aquatique local. À l'époque, j'avais 17 ans et je pensais que ce serait amusant de travailler là-bas. Il y avait beaucoup de choses pourries qui se sont produites et beaucoup de personnes stupides. Mais c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Nous avions plusieurs toboggans aquatiques et un jacuzzi qui était particulièrement populaire en raison de la température moyenne de 20 degrés. Nous avions plusieurs panneaux de sécurité, règles, affichés autour du jacuzzi indiquant des choses comme pas plus de 10 minutes à la fois, pas plus de 30 personnes dans le jacuzzi, pas d'enfants de moins de 6 ans dans le jacuzzi, etc. Nous permettions aux enfants de 6 ans et moins de s'asseoir sur le bord et de mettre leurs pieds dans le jacuzzi. Mais en raison des règles du département de la santé du comté, nous n'avions pas le droit de les laisser entrer complètement dans le jacuzzi. Entrée en scène de Reine du Monde. C'était tôt, un vendredi matin, juste après l'ouverture, donc vers 10h. Et il y avait peut-être 6 familles dans le parc. Pas d'attente et pas de petits-enfants dans la pataugeoire. Cette dame s'approche du jacuzzi et commence à y entrer, un bébé dans les bras. J'ai deviné à vue d'œil que cet enfant avait environ 2 ans. Je lui ai rappelé la règle, mais qu'elle pouvait placer son enfant au bord, les pieds dans l'eau si elle le voulait. Peu de temps après, je regarde à nouveau la dame, et non seulement son enfant n'était pas sur le bord du jacuzzi, mais il était complètement submergé dans l'eau, ce qui est une autre règle, vous ne pouviez pas mettre votre tête sous l'eau. Je lui ai dit « Madame, je crains de devoir vous demander de quitter le jacuzzi si je vous vois à nouveau placer votre enfant dans l'eau. »
Elle a répondu d'un ton cassant. « Ne m'appelez pas madame, j'ai probablement le même âge que vous. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon enfant, et si je dis que c'est bien, alors c'est bien. » Je suis désolé, mais comme je ne connais pas votre nom, c'est comme ça que j'ai pensé qu'il serait approprié de vous appeler. Même si j'aimerais vous laisser décider de la température de l'eau qui convient à votre enfant, cela fait partie de mon travail de faire respecter les règles. Et cette règle particulière n'est même pas créée par mon employeur, mais plutôt par le département de santé du comté. Elle s'est moquée puis a dit « Bien sûr que oui !» Elle a levé les yeux au ciel et s'est dirigée vers l'autre côté du jacuzzi. Peu après être sortie du jacuzzi, elle s'est approchée d'un de mes collègues, lui a demandé quelque chose, puis est allée au bureau pour parler à mon patron. Quelques minutes plus tard, mon patron est venu me voir et m'a dit « Une dame vient de se plaindre que tu as été impoli avec elle. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» J'ai donc expliqué que j'avais remarqué qu'elle ne respectait pas nos règles et qu'elle avait amené son bambin dans le jacuzzi sans tenir compte de mes avertissements. Mon patron a été tout à fait compréhensif et m'a dit « Ouais, c'est ce que je pensais. Elle a essayé de me dire que tu avais traité son enfant de petit déchet et que tu l'avais traité de grosse. Et elle a dit qu'elle voulait que tu sois viré et qu'elle ait des billets gratuits pour le parc. Je lui ai dit que je te réprimanderais et qu'on examinerait ce qui s'est passé. Je suis venu ici pour faire croire que je te faisais la leçon. » Le patron a l'air cool. Maintenant, on avertit le reste de l'équipe et si jamais un sauveteur doit faire une remarque à cette dame, elle dégage du parc. Elle refuse de respecter les règles de l'endroit, elle n'a pas à y être, c'est aussi simple que ça. Sachant que si jamais il y a un problème après qu'elle ait enfreint ses règles, bah ça va retomber sur le parc. Donc il se protège, il la dégage quoi. L'histoire suivante est postée par Cosa Twilight. Ma mère et ma grand-mère m'ont raconté cela il y a un certain temps, et je viens de m'en souvenir après avoir posté un autre récit sur ma jeunesse impliquant la tache de naissance en question. Elle est en forme de cœur et elle était si nette qu'elle ressemblait à un tatouage jusqu'à ce que j'ai 11 ans et qu'elle commence à s'estomper. Il y a la photo si ça intéresse quelqu'un. J'avais à peine 5 mois et j'étais assise sur les genoux de ma mère en attendant mon tour à l'hôpital. Je souffre d'une maladie de la thyroïde qui nécessite une prise de sang par an. Ma grand-mère a dit que je commençais à être irritable d'être coincé sur les genoux de ma mère de 17 ans. Oui, ma mère était jeune, mais elle a plutôt bien réussi à m'élever. Ma mère m'a fait asseoir avec d'autres bébés. Je jouais avec des cubes en bois et j'étais assise toute seule. Je suis autiste, d'où l'évitement des autres êtres humains. Maman raconte qu'il y avait une fille qui était un peu trop âgée pour être avec les bébés et qui buvait du lait. Elle a fait tomber le lait sur moi, ce qui a abîmé la chemise de bourdon que je portais. Ma mère m'a emmené et a dû enlever ma chemise parce qu'elle était trempée. Elle a exposé ma tache de naissance qui était plus foncée qu'elle ne l'est maintenant et j'ai toujours eu la peau pâle, alors elle ressortait bien. Je fais des caprices pendant que ma mère me nettoie, et il y a une femme qui jette des regards furtifs à ma mère et à ma grand-mère. Son mari est occupé avec leur fils qui pleure parce que je pleure. Je vais appeler la dame Ella. « Excusez-moi », grand-mère dit qu'elle avait l'air d'un dauphin. « Je suis désolée, Opie va bientôt se calmer. » Ma mère est très anxieuse car elle est encore une toute nouvelle maman et n'a pas encore rencontré ma deuxième maman. Elles ne sont plus en couple aujourd'hui, mais se considèrent comme des sœurs depuis que j'ai 4 ans. Mais elle reste une maman pour moi. « Pourquoi avez-vous tatoué son dos? C'est dégoûtant, pas étonnant qu'elle pleure autant. »« Tatoué ?» Ma grand-mère regarde mon dos et voit le cœur. « Non, c'est sa tache de naissance. Ça fait bizarre, je sais, mais ce n'est pas un tatouage. »« Bien sûr que c'est un tatouage. Aucun bébé n'a une tache de naissance comme ça. » Les autres parents la regardent, y compris son mari. « Vous êtes une mère horrible pour faire ça à votre bébé. »« Non, c'est ma petite fille. » Ma mère est à 2 doigts de pleurer sous l'effet de la gêne. J'ai arrêté de pleurer et je regarde la femme qui pousse un soupir comme si elle était en train de s'étouffer. Ce sont les mots de grand-mère, pas les miens. « Si vous dites un mot sur ma fille, je prendrai un pied de chaise et je vous l'enfoncerai tellement loin dans le derrière qu'on vous prendra pour une licorne. » Elle est violente, la grand-mère. La femme s'est comportée comme si elle avait été giflée. Quand une infirmière est entrée, elle a été tirée par Ella, et grand-mère l'a entendu dire que grand-mère nous maltraitait, ma mère et moi. L'infirmière nous a regardés et a vu que nous avions clairement pleuré, alors que ma grand-mère était visiblement furieuse. Heureusement, son mari avait un semblant de raison. Ma femme pense que la jeune femme a tatoué le dos de sa petite fille. « Ce n'est pas possible que ce soit une tache de naissance !» L'infirmière. « Pouvez-vous prouver que ce n'est pas un tatouage ?» Elle regarde mon dos bizarrement. « Je ne voudrais pas tatouer mon bébé !» Ma mère répond enfin. « J'ai choisi de la garder, je ne ferai rien qui puisse me l'enlever. »« J'aimerais parler à quelqu'un de ces accusations. » Il est intéressant de noter que ma grand-mère s'appelle Karen. Même celles qui ne sont pas des reines du monde prononcent parfois cette phrase. L'infirmière avait l'air en conflit intérieur. Elle était confrontée à une grand-mère de plus en plus énervée et à une mère snob qui était peut-être sincèrement préoccupée par mon bien-être. Elle a appelé mon médecin pour qu'il arrête ce qu'il faisait et vienne dans la salle d'attente.
Cela semble être quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais ma grand-mère devine que l'infirmière voulait des témoins ou quelque chose comme ça. Docteur, il y a un nourrisson qui porte une marque étrange. L'un des parents pense qu'il s'agit d'un tatouage. Est-ce que c'est le cas? Salut Hopi. Il sourit en me tendant son stylo, que j'ai commencé à agiter comme s'il s'agissait d'un drapeau. J'aime bien les stylos. Maman dit qu'il a examiné mon dos et qu'il a levé les yeux au ciel. C'est sa tache de naissance. Il y a tellement de formes possibles qu'il est possible qu'une tache de naissance ressemble à un cœur. Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça toutes les deux. Ça ne peut pas être vrai. Vous avez de bonnes intentions, mais vous vous y êtes mal prise. Hopi n'a pas de tatouage, et ces deux-là ne la maltraitent pas. Elle est juste là pour une prise de sang. Maman fait du bon travail pour son âge. C'est notre médecin préféré. La femme a-t-elle été mise à la porte ou mise à l'écart? Non. Elle a juste pris un air gêné et n'a rien dit de plus. Grand-mère et maman m'ont fait faire ma prise de sang et m'ont acheté un nounours pour avoir été une fille courageuse. Ce n'est pas quelque chose de trop fou, juste quelque chose d'amusant grâce à ma tâche de naissance. Effectivement, la femme avait peut-être de bonnes intentions, mais une fois que le médecin t'a dit c'était pas un tatouage, c'est pas un tatouage, ça s'arrête là et puis c'est tout. L'histoire suivante est postée par Dylan Join de Party. Le casting est le suivant. Il y a moi, sale gosse, reine du monde, ma mère, mon père, Maggie, mon chien de 5 mois, et l'inconnu. Mes parents et moi sommes partis en vacances avec mon adorable chien Maggie pour la première fois dans un camping-car au bord de la plage. Alors que mon père gare le camping-car, on me demande d'emmener Maggie se promener sur la plage parce qu'elle est restée enfermée dans la voiture toute la journée. J'ai donc accroché la laisse à son collier et je l'ai emmenée pour la première petite aventure à la plage. Tout se passait bien. Maggie a socialisé avec d'autres chiens et a rencontré beaucoup de gens, se faisant connaître de tous ceux qu'elle croisait. Le temps a passé et j'ai réalisé qu'1h30 s'était écoulée. J'ai donc décidé de la ramener au camping-car. À notre retour, Maggie était complètement couverte de sable, alors je lui ai donné un bain avant que nous puissions entrer. Après, j'ai raconté à mes parents tout ce qui s'était passé et qu'il y avait des gens très gentils qui logeaient dans les camping-cars. Le lendemain, alors que tout le monde se réveillait et se préparait pour la journée, j'ai été chargé d'emmener Maggie dehors à nouveau. C'est alors que j'ai vu cette petite fille, âgée de 5 ans au maximum, c'est ça le gosse, qui regardait mon chien avec un petit sourire heureux. J'ai donc décidé d'amener Maggie à la petite fille parce que Maggie et la petite fille semblaient vraiment excitées de se voir. Pendant que je le faisais, son sourire s'est élargi et elle a couru vers elle pour la voir. Elle était à 3 mètres. Je me suis donc arrêté. Elle est trop mignonne, je peux la caresser. Oui, mais fais attention, c'est encore un chiot et elle peut être très excitée. Je tenais la laisse fermement pour que Maggie ne lui saute pas dessus. Ok. Et elle commence à caresser Maggie. Maggie s'amuse à sauter de haut en bas et à lécher la petite fille. Elles s'amusent toutes les deux comme des folles. Arrive reine du monde. N'est-elle pas la plus mignonne des petites choses? Comment s'appelle-t-elle? Maggie May, son vrai nom. Maggie est un diminutif. Maggie May, quel joli nom! Je peux la caresser? Bien sûr, votre fille, je présume, la caresse, alors je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Reine du monde s'accroupit à côté de sale gosse pour caresser Maggie. Maggie adore toute l'attention et les caresses sur le ventre. Elle est trop mignonne, maman, on peut la garder, s'il te plaît. Désolé, elle n'est pas à vendre. Bien sûr, ma chérie. Elle commence à ramasser mon chien, mais remarque que je tiens toujours la laisse. On peut avoir votre chien? Ma fille a vraiment besoin d'un chien. Elle a été une si bonne fille avec d'excellentes notes. Désolé, non, c'est mon chien. Je ne suis pas prêt à la donner à qui que ce soit, et encore moins à un inconnu. Je prends doucement ma chienne dans mes bras. Sale gosse se fâche parce que je leur ai pris mon chien. Ah, s'il te plaît, je parie que tu ne t'occupes même pas d'elle puisque tu n'es qu'un adolescent. Qu'est-ce que le fait que je sois un adolescent a à voir avec tout ça? Vous les adolescents, vous êtes une bande de gens grossiers et irresponsables qui ne savent pas s'occuper de quoi que ce soit, et encore moins d'un chien. Premièrement, c'est grossier. Deuxièmement, même si vous achetez un chien, quand votre enfant deviendra adolescent, vous allez continuer à lui dire ces choses? Bien sûr que non, je l'élève correctement, comme tes parents l'ont fait avec toi. À ce moment-là, j'étais prêt à lui jeter du sable dans les yeux, mais je tenais mon chien et le sable risquait de se retrouver dans les yeux de l'enfant ou de mon chien. Je vais y aller, je ne veux pas de conflit autour de mon chien. En m'éloignant, j'ai posé Maggie par terre et j'ai entrepris de marcher vers le camping-car. La reine du monde m'a suivi jusqu'aux marches qui remontaient de la plage. Où crois-tu aller? Loin de vous! Un étranger m'a entendu crier et a décidé de vérifier ce qui n'allait pas. Il y a un problème? Oui, cette dame essaie de... Ce garçon a pris mon chien! Hein? L'inconnu fait face à Reine du Monde. C'est ce qu'il a fait? Parlez-moi du chien. Pourquoi devrais-je le faire? Pour savoir si tu mens.
Eh bien, c'est une fille. Et Elle s'appelle... tu ne sais pas? Non, c'est juste... Elle s'appelle Maggie May. Donc tu connais son nom, mais pas elle? Apparemment, même si j'ai dit à la reine du monde le nom de Maggie, elle a dû l'oublier. Je pense qu'on a trouvé la solution. Vous pouvez partir. Je vais juste dire à la réception ce qui s'est passé. Je l'ai remercié et il a caressé Maggie sur la tête pendant que nous partions. Je le laisse donc avec Reine du Monde, accidentellement. Il s'est avéré que c'était un employé du parc de camping-car, car je l'ai revu avec un badge sur une voiturette de golf le lendemain. Quoi qu'il en soit, après ce qui s'est passé, je suis retourné à la caravane. J'ai donné un autre bain à Maggie et j'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter et que la réception s'en occuperait. C'est la dernière fois que j'ai vu la Reine du Monde et le sale gosse. Je suppose qu'ils sont partis ou qu'ils ont été mis à la porte. C'est la première fois que je rencontre des rois du monde et leurs rejetons. Je pense que ça doit être le cauchemar de n'importe quel propriétaire d'animal, que tu sortes le balader et que t'aies quelqu'un qui essaie de le kidnapper en te disant que c'est le sien, auprès d'autres gens comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.